Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue au NSI Parc Hôtel pour le lancement de la bande dessinée de ces trois mousquetaires qui malheureusement n'étaient pas à quatre. Shehnaz Patel, qu'on ne présente plus, auteure, écrivaine, autrice qu'elle n'aime pas, femme de lettres, qui a moissonné, comme vous le savez, plein de prix, qui a à son actif plusieurs romans, pièces de théâtre, dont le roman Chagos, qui a eu un énorme prix, comme on le sait, et qui croque tous les dimanches l'actualité de notre pays, avec souvent une plume acérée avec laquelle parfois on n'est pas d'accord. Je crois que c'est très bien ainsi. Une bande dessinée dont elle a écrit le scénario à partir de la masse de documentation de Jocelyn Chonlao, qu'on ne présente pas non plus, historien un peu en décalage parce que ce n'est pas un historien officiel, ce n'est pas un hagiographe comme on le rencontre régulièrement. Il a fait une brillante carrière à l'université comme professeur et surtout il a écrit une cinquantaine de chroniques, dont une qui a duré pendant de nombreuses semaines dans les colonnes de 5+ à l'époque sur Rodrigue précisément. Il écrit aussi pour plusieurs magazines spécialisés, donc c'est une voix autorisée que Shehnaz a beaucoup écoutée pour la réalisation de cette bande dessinée. Ensuite, Thierry Permal, qui lui a pris le tramway en marche pour le troisième tome et le quatrième, justement. Vous avez deviné, il est là pour son coup de crayon, avec beaucoup de justesse d'ailleurs pour ceux qui ont déjà parcouru la bande dessinée sur Rodrigue. Il y a des réussites, pas peut-être dans le dessin des personnages, mais dans des moments fugaces. Nous qui connaissons ces personnages, nous reconnaissons justement, j'entends le rire de Serge Clair dans Un petit carré, par exemple. Et je crois que c'est important de le dire, comme j'entends aussi le rire gras de Gaëtan Duval aussi. Ça, je vous laisse découvrir, bien évidemment, cette bande dessinée. Alors, c'est le quatrième tome, pour ceux qui ne le savent pas, et ça, c'est vraiment dommage si vous ne le savez pas. On peut trouver des chaises pour cette famille derrière, là. Hein? Oh, il y a ici, là. Ne restez pas debout, voyons. Oh, non. Qu'est-ce qu'il dit? On voit mieux. Alors, le premier tome, c'était l'histoire de Maurice, 1598-1769, les balbutiements de la colonisation. 1767-1885, l'expansion d'une colonie très convoitée. Troisième tome, 1885-2000. Alors là, j'étique un peu. La consolidation démocratique. Il faudra peut-être écrire un petit tome A. 2000, c'est le détricotage de notre tissu démocratique. Je crois que après 2000, je crois que c'est important de le dire aussi. Et donc ce quatrième tome consacré à Rodrigue, alors c'est intéressant parce que ceux qui connaissent Rodrigue ne vont pas être surpris de découvrir non seulement les peuplements, les premiers peuplements, et puis toute l'évolution de l'histoire de Rodrigue, comment Rodrigue a été un pion dans l'enjeu géopolitique opposant les Anglais aux Français
dans cette partie de l'océan Indien, dans les Mascareignes, comment s'est effectué le peuplement de Rodrigue, comment s'est développée son économie et comment la politique y a joué un rôle de premier plan avec, en 68, l'île Rodrigue votant, tenez-vous bien, massivement contre l'indépendance à 98%. C'est incroyable, incroyable, ça coulait de source que ça allait de cette manière-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que le drapeau ne fut pas hissé au même moment qu'à Maurice, parce qu'il y a eu des turbulences rodriguaises. Et du coup, le PMSD, qui avait fait élire 2 candidats à Rodrigue, qui étaient contre l'indépendance à Maurice, a trouvé de mieux à dire que de demander l'indépendance de Rodrigue. Ce sont les pieds de nez de l'histoire, si on peut s'exprimer ainsi. Et quand on quitte l'indépendance, et puis bien évidemment le conseil régional et en fin de compte l'arrivée de l'EPR et l'avènement, grâce au gouvernement MSM à l'époque, de la dévolution, c'est-à-dire de l'installation d'un conseil régional à Rodrigue. De l'autonomie, bien évidemment. Je crois que c'est important de le préciser, comment nous avons réussi cette autonomie avec quelques grincements au niveau de la représentation proportionnelle. Ça, il faudra peut-être corriger ces dérives-là un peu, parce qu'on risque de se retrouver en minorité, même si on a gagné les élections, et ça peut provoquer beaucoup de problèmes. Voilà à peu près un petit mot sur ce que Jocelyn a dû inspirer c'est clinique en même temps. Eh bien, c'est chaleureux comme le peuple de Rodrigue, ça qui est intéressant. Et je crois là, il faut rendre hommage à Thierry Permal, d'avoir donné les couleurs de Rodrigue. Il m'avait révélé la fois dernière que jamais il n'avait fait le déplacement à Rodrigue avant de commencer à travailler sur l'album en question. Et pour quelqu'un qui est allé, saisir aussi rapidement ce qui fait l'ADN des Rodriguais, ces couleurs qui donnent le frisson quand on connaît le pays. Il a réussi là vraiment un tour de force. Nous aurons aussi Néhémie Gentil qui est Rodriguez. On avait demandé une réaction pour le lancement de ce livre et Chénaz, qui connaît bien Néhémie, a proposé son nom. Et c'est, bon, bien évidemment, non, sous la contrainte qu'elle a acceptée. Elle a accepté sous la contrainte, forcément. Ben voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. J'appelle tout de suite Chénaz pour nous parler un peu de la genèse de cette aventure qui a duré sur 4 Et quel soulagement d'être arrivé au bout de cette aventure. L'aventure de cette BD, en fait, ça me fait penser un peu à une histoire d'amour. Je vois des yeux qui s'éclairent. Non, je ne vais pas vous raconter mes péripéties amoureuses. C'est juste que ça me fait penser à ces histoires amoureuses, à ces histoires d'amour où on s'élance en se disant « oui, ça va être super et magique et exceptionnel et extraordinaire ». Et puis, au bout d'un moment, on se dit « punaise, qu'est-ce que je suis allée foutre dans cette galère ? Pourquoi est-ce que je me suis embarquée dans cette histoire ?» Et cette BD, c'est un peu ça. Au départ, il y a Michel Coquet de IPC, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir, qui nous propose de faire une BD sur l'histoire de Maurice. Et ça me semblait important parce qu'on ne connaît pas. Moi, je connais très peu, en fait, l'histoire de mon pays. Enfin, je pense que la connaître un petit peu, mais j'en ai encore beaucoup plus appris en faisant cette BD. Une des choses que j'ai apprises, par exemple, en travaillant avec Jocelyn, ça a été une grande chance parce que Jocelyn possède des archives extraordinaires qu'il a ramenées de son travail dans plusieurs pays. Et je trouve que c'est un travail qui mérite tellement d'être valorisé. C'est un travail auquel nous n'avons tellement pas accès. Et une des choses que j'ai découvertes, et déjà en faisant cette BD, c'est que le premier Mauricien, entre guillemets, la première personne dont la naissance est reconnue à l'île Maurice,
Il s'appelait Simon van der Stel. C'était un métis. Le premier Mauricien est un métis. C'était le fils d'un gouverneur hollandais et d'une esclave indienne affranchie. Ça, on ne me l'avait jamais dit. À 40 ans passés, moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais raconté ça? Je suis de ce pays. Je dis que je suis mauricienne, je pense pouvoir dire que je suis mauricienne. Et j'aime beaucoup cette phrase de Jacques Roumain qui disait, et je le cite, « Si l'on est d'un pays, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, le chant de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. » Il me semble justement que ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire d'un pays. Et d'ailleurs, en général, très souvent, on nous parle des hommes, puisqu'on sait très bien que l'histoire est écrite par les puissants, et que, en plus, chez les opprimés, les femmes sont souvent les opprimées des opprimés, donc on a très peu, en fait, l'occasion d'avoir l'histoire du point de vue des femmes. Or, les femmes participent pleinement à l'histoire d'un pays, et c'est pour ça que dans ce tome 4, nous avons voulu avoir pour narratrice une des narratrice qui va mener à travers l'histoire de Rodrigue, c'est Antoinette Prudence. C'est une femme qui est une vraie figure pour Rodrigue et c'était important pour nous que ce soit une femme. Quand je disais que les hommes et les femmes font l'histoire, souvent effectivement les gens ont l'impression que l'histoire c'est un truc très rébarbatif, c'est des dates, c'est une chronologie et tout, alors que c'est tellement d'histoires humaines. Je veux dire, les pays ont été découverts, se sont développés ou pas, parce qu'il y a des gens qui ont aimé, qui ont haï, qui ont eu des envies de plus d'ailleurs. Je pense par exemple à l'histoire que j'ai découverte aussi en faisant cette BD, l'histoire de Pierre Poivre qui avait ramené de la muscade des Indes, et parce qu'il voyait déjà le potentiel en fait de ces épices, et il les plante au jardin de pamplemousse, et en fait elles vont mourir. Pourquoi? Parce que la personne qui était en charge du jardin était jaloux. Et donc, il a arrosé les plants de muscade avec de l'eau chaude pour que l'entreprise de Pierre Poivre ne se développe pas. Donc, toute l'histoire est faite de ça, en fait. Et c'est ce qu'on voulait aussi montrer à travers cette BD. C'est le côté humain, c'est les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est très important aussi, les narrateurs de notre BD, à la base, ce sont 2 enfants, 2 jeunes Mauriciens, ici 2 jeunes Rodriguais, qui vont partir à la découverte de l'histoire de leur pays. Et c'est cet aspect humain qui était pour nous très très important, parce qu'au-delà des politiciens, au-delà de tout ça, qui bien sûr est très important et façonne bien sûr un pays, il y a les gens. Il y a les gens comme nous, il y a les gens de la rue, il y a les gens qui vivent justement un pays de l'intérieur, et je pense qu'on ne parle pas assez souvent, quand on parle d'histoire, de toutes les petites histoires qui font l'histoire et qui la rendent si belle et qui la rendent si attachante et si riche. Alors, je pense aussi que c'était important pour nous de faire cette BD parce que, je ne vais pas être politiquement correcte, je trouve qu'il y a une démarche, une attitude très délibérée en fait à Maurice de la part de nos puissants, de nous tenir à l'écart de notre histoire. On nous raconte l'histoire de Maurice comme s'il s'agissait d'un gâteau de mariée avec des étages bien distincts, alors que non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je pense que c'est important qu'on le sache, à quel point cette histoire elle est riche, à quel point cette histoire elle est complexe, à quel point cette histoire elle est mêlée. Et c'est aussi ce qu'on montre à travers cette BD, c'est pour ça que pour moi c'est capital aussi. Il y avait une autre phrase que je voulais vous citer, c'est une phrase de Jean Rostand, dans son livre qui s'appelle « Le droit d'être naturaliste », qui paraît en 1963, et il dit à quel point la culture est essentielle. Et il dit, je le cite, « La culture, ce n'est pas avoir le cerveau farci de dates, de noms et de chiffres. C'est la qualité du jugement, l'exigence logique,
l'appétit de la preuve, la notion de la complexité des choses et de l'arduité des problèmes. C'est l'habitude du doute, le discernement dans la méfiance, la modestie d'opinion, la certitude qu'on n'a jamais tout le vrai en partage. C'est avoir l'esprit ferme sans l'avoir rigide, c'est refuser tous les fanatismes et jusqu'à ceux qui s'autorisent de la raison. C'est suspecter les dogmatismes officiels, mais sans profit pour les charlatans. Et je pense qu'il est plus que temps que les Mauriciens, que nous, Mauriciennes et Mauriciens, nous nous saisissions pleinement de notre histoire, parce que cette histoire est autrement plus riche, autrement plus complexe et autrement plus intéressante que celle que la version officielle nous donne à croire pour des raisons assez manipulatrices, je dirais. Alors, le premier tome est sorti il y a 5 ans, ça a été un travail énorme, parce que Jocelyn a une documentation énorme, et d'arriver à tirer un fil au milieu de tout ça, et de résumer, je veux dire, une histoire en 46 planches. Je me suis arraché pas mal de cheveux, mais je suis tellement soulagée et contente que nous soyons arrivés au bout, parce que c'est un peu, pour nous, c'est un peu un legs en fait que nous faisons à notre pays, en espérant que les jeunes s'en saisiront. Quand le premier tome est sorti, en fait, on a approché le ministère de l'Éducation parce qu'on avait très envie que cette BD soit dans les collèges, les écoles. Et justement, là, je dis les écoles. Quelqu'un m'a dit j'ai une petite remarque parce que mon fils qui a 6 ans, 7 ans, il a lu la BD, il a vu des choses là-dedans, un peu, le premier tome, qui l'ont un petit peu... Il me dit peut-être que pour les enfants, et je lui disais, mais en fait, c'est pas forcément une BD pour enfants, c'est une BD pour jeunes et pour adultes, parce qu'à Maurice, on dit les petits comiques, donc on pense forcément que c'est pour les enfants. Et je pense que c'est plutôt une BD pour les collégiens, les lycéens et les adultes, parce qu'il y a une complexité, en fait, dans notre histoire qu'on essaye de rendre dans cette BD. Et donc, on avait approché le ministère de l'Éducation en espérant que la BD serait mise dans les collèges et les lycées. Et on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de réponse. Et puis, très inofficiellement, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, ils ne vont pas la prendre, votre BD. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Et l'explication officieuse qui m'a été donnée, c'était parce qu'on parle trop de l'esclavage dedans. Or, c'est notre histoire. Le tome 1, effectivement, parle beaucoup de l'esclavage parce que c'est une part très importante, c'est une part fondatrice de notre histoire. Et ce n'est pas en l'occultant ou en refusant de le voir, en refusant d'en parler, en refusant de reconnaître cette part importante de notre histoire que nous aurons une chance d'avancer ensemble. Il y a un proverbe africain, apparemment, qui dit « It takes a village to raise a child » et « It takes a village to make a book ». Donc, je voulais vraiment remercier notre village, remercier toutes ces personnes qui nous ont inspirés, je pense nos parents respectifs, notre entourage. Je sais que mes parents, moi, m'ont toujours incité à être curieuse et par rapport à l'histoire d'un pays. Et je pense qu'on ne parle pas assez de l'émerveillement de l'enfance, en fait, parce que je pense qu'on est attaché à un pays. Moi, ce pays, c'est le mien parce que je suis née ici. Parce que j'ai passé mon enfance ici, et l'émerveillement de l'enfance, ça a été ici pour moi, et les gens que j'aime vivent ici. Et je pense qu'on ne donne pas assez d'importance, en fait, à l'émerveillement de l'enfance et au sentiment que ça nous donne d'appartenir, d'être d'un pays, en fait. Et donc, je voulais remercier notre village, tous les gens qui nous ont accompagnés, nos parents, Rex Fanchette, mon oncle qui était prof d'histoire et qui m'a toute petite donné le goût aussi d'en savoir plus sur l'histoire de notre pays. Toute l'équipe d'IPC, Michel Coquet, Joël Maestrassi, mais aussi toutes les personnes, les relieurs, les imprimeurs, toutes les personnes qui ont fait que cette BD, elle devienne un objet finalement. Et puis vous, parce que sans vous, cette BD, elle n'existe pas. Sans vous, Je suis très émue, en fait, quand je parle de ça, parce que je vois Caro dans la salle. Caro est enseignante à l'école du Nord.
Et dès la sortie de la BD, en fait, elle s'en est saisie avec ses élèves. Ils ont recréé des scènes entières en costume, etc. Ils ont fait des films, des vidéos. Ils sont allés visiter les lieux, tous les lieux qui font l'histoire de Maurice. C'est un travail extraordinaire. Je trouve ça tellement émouvant qu'à partir de ce travail-là, de cette BD, ça puisse donner ce genre d'envie et ce genre de suite et de retombées. Et ça, je pense que c'est très important. Et je voulais vous remercier d'être de notre village, le village des Gaulois, mais d'être de ce village qui résiste et qui veut résister à l'oubli, qui veut résister à l'ignorance et de nous aider à porter cette BD vers vous et vers les autres. Merci beaucoup. Et permettez-moi d'abord de remercier l'IPC Joël Mestri, Michel Couquet, sans qui l'ouvrage n'aurait pas vu le jour. Vous pouvez me dire, mais pourquoi un volume séparé sur Rodrigue dans une BD sur l'histoire de Maurice? Il y a déjà 3 tomes. Pourquoi n'avoir pas intégré la narration dans le narratif sur l'histoire de Maurice? C'est tout simple. D'ailleurs, c'était ça au départ l'idée. Et tout de suite, dès qu'on m'avait appelé pour travailler sur le projet, c'était au départ 3 volumes sur l'histoire de Maurice. Mais dès le départ, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce que cela aurait été une mission impossible. À défaut, on n'aurait pas fait honneur à la spécificité de l'histoire de Rodrigue. Et c'est ainsi que Michel Couquet, je le remercie, avait accepté tout de suite qu'il fallait un volume séparé sur Rodrigue. Pourquoi? Parce que dès le début des années 1990, avec Villiers Choukoum-Singh et un groupe de collègues à l'Université Maurice, nous avions conçu un projet sur quelle structure politique et administrative pour qu'il y ait un véritable développement économique et social à Rodrigue. Et on a cherché un financement de la Mauritius Research Council, qui avait été créé à l'époque. Et moi, tout de suite, je me suis mis au travail. J'avais commencé les recherches. Et bien sûr, avec les délais, etc., les financements, les problèmes administratifs, entre-temps, il y a eu l'autonomie de Rodrigue. C'est ainsi que nous avons mis le projet de côté, ça a pris une autre tournure linguistique, etc. Mais j'avais déjà fait beaucoup de travaux sur qu'est-ce qui structure l'histoire de Rodrigue qui peut nous expliquer ses problèmes contemporains. Et donc, et d'ailleurs, j'avais fait les travaux que j'avais faits, je me suis toujours dit qu'on ne peut pas, à raison, publier que dans les academic journals. C'est le devoir d'un académique. Vous validez ses thèses, ses concepts, vous validez sa méthodologie, il doit publier dans les academic journals. Mais l'histoire est une connaissance un peu différente des sciences dures, par exemple, ou de l'architecture, de la biologie, etc. La connaissance historique fait partie de notre identité nationale, et surtout dans un pays en construction. Je dis bien, l'île Maurice est en construction. Cette connaissance a toute sa valeur sociale. Donc, et depuis très longtemps, en fait, tout ce que je pouvais, disons, résumer de façon très simple, je publiais, et je remercie d'ailleurs Finlay, pendant 3 ans, j'ai publié des chroniques hebdomadaires dans 5+. Et en 1996, quand Nicolas Vaud-Mali était devenu l'éditeur de l'opposition de Maurice, après les élections de 1995, tous les regards étaient braqués sur Rodrigue. J'avais pris la décision de publier une partie de ses travaux dans 5+, pendant plus d'une vingtaine de semaines sur Rodrigue. Donc, quand on a démarré le projet sur Rodrigue, 4e tome, tout y était, que ce soit justement l'iconographie, les textes, les recherches, tout était là. Il suffisait de travailler le scénario et avec Thierry de faire les dessins. Mais, bien sûr, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui structure effectivement l'histoire de Rodrigue? Et là, je me réfère peut-être à Michel Foucault. Pour comprendre un phénomène, il faut aller aux origines. C'est aux origines qu'il faut comprendre d'où vient le phénomène actuel. Et effectivement, pour Rodrigue, il faut remonter aux origines, c'est-à-dire au peuplement tardif de Rodrigue. C'est là d'où vient tout le problème. Parce qu'effectivement, là on parle effectivement de la colonisation française. Si on voit la colonisation française des Mascareignes, cela va prendre un siècle pour passer de l'Est à l'Ouest.
d'abord la Réunion, ensuite Maurice, et très tard, presque, vers le milieu du XVIIIe siècle, même après, qu'elle effleure à peine Rodrigue. Effectivement, on parle des colonisation française de Rodrigue, mais à la fin de la paix française, il y avait peut-être 200 personnes. Donc la colonisation française n'a fait qu'effleurer Rodrigue. Et bien sûr, avec comme résultat quoi? Si on compare Rodrigue au début du XIXe siècle à Maurice, les concessions avaient déjà été octroyées. Il y a eu l'émergence d'une classe de négociants planteurs qui était très à l'aise économiquement, et c'est cette classe de négociants planteurs qui avait fait ce qu'on disait dans le terme marxiste, le capital accumulation, qui va investir dans la révolution sucrière et entraîner le décollage économique de l'île. Mais à Rodrigue, il n'y en avait rien. Les concessions qui avaient été octroyées, au contraire, tout au long du XIXe siècle, on va avoir une contraction de ces concessions. Parce que l'État va reprendre les terres à Rodrigue. Donc on ne doit pas voir l'émergence d'une bourgeoisie locale à Rodrigue. Ce qui explique pendant très longtemps le non-décollage économique de Rodrigue. Ça, c'est un point fondamental. Et cela est dû, effectivement, à ce peuplement tardif. Et on retourne, comme je le disais, Michel Foucault, aux origines. Aux origines, c'est là, il vient un point fondamental de cette structuration de l'histoire de Rodrigue. Et pourquoi ce peuplement tardif? C'est tout simple, la géographie. On retourne à la géographie. La colonisation s'effectue au temps des voiliers. Et Rodrigue a la malchance d'être ceinturé par une ceinture de corail, de récif, qui fait que c'est très difficile d'aborder Port-Maturin. On a un nombre important de navires, de journaux de bord de navires qui disent on ne peut pas s'arrêter, c'est impossible. Le mouillage de Port-Maturin est pas sûr. Donc la géographie, justement, explique cela. Mais en même temps, la colonisation britannique, au départ, ne change pas grand-chose. En termes de peuplement, il faut attendre la fin de l'esclavage pour qu'on voit un essor de cette population à travers l'arrivée d'affranchis, d'ex-esclaves de Maurice, et aussi de quelques petits blancs déclassés. C'est ça qui est... En fait, en termes démographiques, la population de Rodrigue va se constituer presque en 1840 et la fin du XIXe siècle. C'est là que Rodrigue va avoir l'essentiel de ses patronymes. Si on voit les gens qui vivent là, les patronymes rodriguais, c'est très restreint. Donc, par la suite, la population rodriguaise va se développer en vase clos. Donc, l'essentiel des patronymes, c'est là. C'est entre 1840 et 1900. Donc, mais cette période britannique, je l'avais décrit comme étant une période de négligence coloniale. Ce n'est qu'en 1843 que les autorités britanniques vont installer une administration locale autour d'un police magistrate. Et 100 ans après, et ce n'est que 100 ans après, quand on voit les documents du colonial office, que les officiers du bureau colonial découvrent que toute cette administration qu'ils avaient installée n'était pas conforme aux normes de l'administration britannique parce qu'on mettait entre les mains d'une seule personne le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ce n'est que là qu'ils se rendent compte, après 100 ans, qu'il y avait une maldonne quelque part dans l'administration. Mais malgré cela, après avoir découvert cela, ils vont faire une autre bourde monumentale qui aura des incidences sur l'histoire politique de Maurice. En 1958, la Constitution de Maurice nous octroie aux Mauriciens et aux Rodriguais le suffrage universel. Mais les Rodriguais ne votent pas aux élections de 58 et de 63 parce qu'on a oublié de faire une circonscription électorale. Ce qui fait qu'en 1966, Roustier et Gaëtan Duval, ils vont en Cour suprême en disant que toutes les lois et actions administratives qui ont été faites de 58 à 66 étaient null and void. Et la Cour suprême leur donne raison. Et il a fallu à la reine britannique, il a fallu faire un Ordinance Council rétroactivement, qui est contre toute jurisprudence, parce que la loi ne peut être rétroactive, afin que ces lois soient validées. Vous dire que là, il y a un véritable problème de négligence coloniale. Pourquoi cette négligence? Pourquoi cette négligence? Parce qu'effectivement, l'île Rodrigue échappe au modèle de plantation, d'économie de plantation. Il n'y a pas de plantation.
Il n'y a pas de plantation parce que la canne à sucre Maurice, c'est réellement à partir des années 1825, c'est le sucre qui domine. Le sucre va dominer l'économie, la politique, le social, la démographie. Donc, mais à Rodrigue, il n'y a pas de découlage de la plantation sucrière. Il n'y a pas de plantation. Ce qui fait le peu de la culture qu'il y a tourne autour de quelques petites cache-crops, des beans, etc., des haricots, sur culture de subsistance. Puisqu'il n'y a pas de plantation, il n'y a pas des moyens de communication. Et là, je retrouve que en Afrique, les Chinois disent, vous voulez le développement, développez vos réseaux de communication, des trains, etc. Mais à Rodrigue, il n'y avait pas de communication. Il n'y avait qu'un seul navire qui faisait le trajet Maurice-Rodrigue 4 fois par an, tous les 3 mois, quelquefois 6 mois. Rodrigue, il n'y avait pas de navire entre Maurice et Rodrigue. Donc, l'isolement était presque total. Donc, Rodrigue va se développer en vase clos. Donc, c'est très important de comprendre cela. Et bien sûr, le peu d'échanges qu'il y avait entre Maurice et Rodrigue est entre les mains de quelques commerçants mauriciens qui, je prends le terme de Jean-François Dupont, établissent un régime presque semi-colonial dans les échanges entre Rodrigue et Maurice. Ils prennent tous les profits. D'ailleurs, à un moment, les échanges se faisaient par troc. Il n'y avait pas de currency, là, c'est le troc. Ils donnaient des marchandises et ils prenaient les produits rodriguais. C'est comme ça que ça se faisait dans les boutiques. Donc, c'est clair qu'il n'y avait pas réellement de développement économique possible. Et à partir du début du XXe siècle, il y aura l'expansion de la population, les gens immigrés, et c'est là justement dans le livre de cela, j'ai insisté sur l'engagiste à La Réunion. Les Rodriguais vont partir comme engagés du sucre à La Réunion. D'ailleurs, la fin de l'engagiste à La Réunion est due à la révolte de ces Rodriguais. En 1834, il y a ce problème, et c'est ça qui met fin à l'engagiste à La Réunion. Je veux dire que tout cela, ce sont des choses méconnues, mais qu'on retrouve des traces dans les archives du monde. Donc maintenant, bien sûr, cette absence de structure administrative, aussi le non-décollage, d'abord le décollage de la plantation, fait qu'il n'y aura pas d'engagés indiens à Rodrigue. Les engagés indiens restent à Maurice pour développer la plantation. S'il y a un manque de main-d'œuvre, on fait appel aux libérateurs d'Africains, c'est-à-dire les esclaves illégaux qu'on avait saisis, les négriers, que la Royal Navy saisissait, tout au long du XIXe siècle, on les envoyait aux Seychelles et à Rodrigue. Ce qui explique l'ascendance africaine et métisse de cette population et aussi le rôle fondamental de l'Église. Il faut aller à Rodrigue pour comprendre qu'est-ce qui structure la vie rodriguaise. Au fond, c'est l'Église catholique. L'Église catholique qui structure la vie, l'identité rodriguaise. C'est pour cela d'ailleurs où se trouve la plus grande cathédrale des Mascareins. C'est pas à Rodrigue, c'est pas à La Réunion, c'est pas à Maurice, à La Réunion, La Réunion et Saint-Gabriel à Rodrigue. Et c'est une cathédrale qui a été faite par la sueur des Rodriguais, construite par les Rodriguais eux-mêmes. Et autre anecdote, en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il y avait la peur des sous-marins, d'un débarquement des Japonais à Rodrigue. Et les Rodriguais vont se réunir, c'est une anecdote intéressante, ils vont se réunir à 2-8, ils vont couper les chapelets, se partager chacun une des billes là, et ils vont prier le rosaire devant la mer. Pour dire l'importance justement de la religion catholique, et c'est d'ailleurs le politicien qui émerge à Rodrigue, Serge Clair, il a fallu être un expert pour qu'il y ait ce développement politique. Tout cela démontre l'importance justement de comprendre cela, même dans la politique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on connaît le poids de l'Église à Rodrigue. Maintenant, bien sûr, paradoxalement, malgré cette négligence coloniale, les Rodriguais vont voter contre l'indépendance et le maintien de Rodrigue sous le régime britannique. Là, à 98%. D'ailleurs, bon, bien sûr, ça a été dû au paroxysme même de l'ethnic politics, donc ça peut se comprendre. Et aussi, il y a ce mythe de la colonisation française, qui, comme j'ai dit, qu'il a effleuré, parce qu'en 1968, on parlait de non à l'indépendance de Maurice, mais vive la France. Donc, il y a toujours ce mythe.
de la colonisation française qui est prenant. Hein. Mais en même temps, paradoxalement, c'est l'indépendance de Maurice qui entraîne le développement de Rodrigue. Le symbole est clair. Il y a un symbole de développement, je dirais, le symbole fondamental, le plus important, c'est l'aéroport, c'est le plus plein de corail maintenant, c'est Charles Gaëtan Duval. Parce que la révolution de l'avion, qui vient des années 60 à Maurice, va finalement atterrir à La Réunion, et c'est la fin de l'isolement. Je disais tout à l'heure l'importance des réseaux de communication pour le développement économique. C'est un point fondamental. Donc à partir de là, on peut parler de décollage, et bien sûr, en outre, il y a tous les développements politiques, l'autonomie, la fragmentation politique. Je vois que l'État, c'est une chose assez tumultueuse et complexe, donc je le réfère à l'ouvrage, à la bande dessinée. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme disait Finlay, c'est une histoire de passion. C'est vrai que moi, au départ, il a failli me faire flageoler en public. Je lui ai dit que je n'étais jamais parti à Rodrigue avant ce projet. Parce que les ont dit, justement, on me dit, tu sais, tu vas t'ennuyer là-bas, truc, il n'y a rien à faire, tu peux faire le tour de l'île à pied, tout ça. Donc, je suis parti ailleurs. Donc, lorsque ce projet m'est venu en main, Shénaz m'a donné le scénario et tout, la première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, tu es déjà parti à Rodrigue? Et je lui ai dit non. Elle m'a dit non, mais il faut que tu ailles tout de suite. Donc je suis parti à l'agence, j'ai bouclé mon billet et tout, et je me suis dit, mais de mes caméras, tout ça, je vais aller prendre des photos, parce que le truc c'est que lorsque j'ai commencé à lire son scénario, il y a des endroits spécifiques, il y a des lieux spécifiques où on ne trouve pas de photos sur Internet. Donc nous les dessinateurs, on est un peu paresseux, je vais vous le dire franchement, on aime bien rester derrière l'écran, on regarde un petit peu, sur Google, on tape, on regarde si on trouve de la documentation sur des sites, sur Flickr, sur tout ça, sur Pinterest. Donc, mais on ne trouve rien sur Rodrigue quand on tape des lieux, par exemple, tel monument, on ne trouve rien. Donc je me dis non, pourquoi pas saper, bizarre aller. Donc je prends mes clics et mes claques, je pars pour Rodrigue. Et donc, en arrivant là-bas, dès que l'avion se pose sur le tarmac, à pleine corail, c'est pas Charles Gaëtan Duval, non, ouais, à pleine corail, du coup, je commence à prendre des photos de l'aéroport parce qu'il y a une scène qui se passe justement là-bas. Les jeunes Rodriguais qui rentrent à Rodrigue parce qu'ils rencontrent les deux jeunes Mauriciens dans le bazar de Port-Louis. Et les deux jeunes Mauriciens demandent à ces jeunes Rodriguais de leur expliquer l'histoire de Rodrigue, ainsi de suite. Donc je commence à prendre mes photos, et là, tout de suite, par l'intermédiaire de Michel Coquet, directeur d'IPC, qui m'avait mis en contact avec un monsieur qui s'appelle Aurel André, qui est venu m'accueillir à l'aéroport, et donc qui m'a emmené tout de suite à la réserve François Legat, dont il est en charge. Et ce monsieur m'a expliqué un petit peu toutes les coutumes, tout le folklore rodriguais, toute la proximité qu'il y a avec la nature que les Rodriguais ont. Et tout de suite, à travers cet homme, j'ai constaté que voilà, c'est une autre culture, c'est une autre approche de vie, et qu'il y a vraiment une richesse qui émane des Rodriguais. Et que voilà, ils sont d'une gentillesse extraordinaire. Le lendemain même, je ne savais pas comment faire le tour de l'île, et j'ai rencontré un gars sur la petite promenade de la Hanse aux Anglais. Et tout de suite, je lui ai dit, je cherche quelqu'un pour m'emmener faire le tour de l'île et tout, pour visiter un peu tel, parce que moi j'avais un itinéraire d'après le scénario de Shénaz que je devais respecter. Je ne pars pas là-bas pour des vacances, quoique je me suis réservé une journée ou deux pour me prélasser à Londres. Donc voilà, et tout de suite, quelqu'un me dit, ouais, je connais telle personne, on me met en contact facilement, les numéros s'échangent, et le lendemain, le type est venu me prendre pour aller faire mon itinéraire.
Et voilà, il m'a fait découvrir un petit peu tout ça, la cathédrale Saint-Gabriel, tout ça. On est parti sur le tombeau de Maragon. Oui, il m'a fait visiter un peu tous les lieux qu'il faut visiter à Rodrigue. Et après, j'ai fait une belle promenade de galets, tout ça, qui passe en bouteille, qui fait tout ça, les falaises, tout ça, c'était à couper le souffle. Et tout ça, c'est important parce que moi, je suis visuel. Je suis visuel. Je suis ni dans le texte, je suis ni dans l'histoire. Bon. Visuel aussi, bon, je remercie Jocelyn pour ses iconographies, hein. Mais je veux dire que je m'inspire beaucoup de ce que je vois. Je suis comme une éponge, donc j'absorbe. Et comme Finlay disait, il faut beaucoup de sensibilité pour faire ça. Même on parlait des odeurs, pas de mauvaises odeurs, de bonnes odeurs, hein. Mais des fois, une odeur, ça rappelle quelque chose. Un parfum, ça rappelle quelque chose. Par exemple, le bois brûlé, ça me rappelle souvent la vieille cuisine de ma grand-mère. Donc, ça rappelle souvent on se réunissait dans l'arrière-cour où il y avait une cuisine à l'extérieur et où elle faisait à manger. Donc, souvent parce que je sens l'odeur du bois brûlé, de charbon, quelque chose comme ça fait ce déclic dans ma tête. Donc, ça me ramène à des couleurs chaudes, à la tombée de la nuit, parce qu'il ne fallait pas allumer le feu à 9h du soir, ça n'allait pas prendre. Donc, voilà, il y a toute cette histoire parce que il faut vraiment que j'arrive à voir, que j'arrive à toucher des choses pour pouvoir retranscrire tout ça en dessin. C'est une forme de sensibilité. Et c'est pour ça que j'ai été très ravi de découvrir Rodrigue qui est venu ajouter beaucoup de couleurs à ma palette. Et donc, voilà, j'ai rencontré des gens formidables, des gens gentils, des gens prêts à aider. Et pour moi, ça reste un souvenir et j'irai encore. Donc cette fois-ci, je ne vais pas écouter les ondits parce que j'ai fait mon expérience. Et voilà, donc retour à Maurice, j'ai dû plancher sur l'album, bien sûr, avec Chénaz, Jocelyn et toute l'équipe d'IPC autour. Et donc cet album a été pour moi un long marathon, mais j'étais un peu plus à l'aise cette fois-ci parce que j'étais un petit peu plus rodé parce que j'ai travaillé sur le tome 3, j'avais un peu plus de repères pour réaliser un album de 46 planches. Parce que c'est quelque chose je disais ça à quelqu'une, à la dame là-bas, tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous possède quand vous travaillez sur une œuvre, sur un livre. On est un peu possédé par ça, on dort, on se réveille avec peut-être que je peux changer ce cadrage-là, peut-être que je peux mettre ça, peut-être que... Il faut faire attention, il faut rester un peu dans la réalité aussi, hein, parce que sinon, on peut avoir mal de vous à la maison. Donc voilà, il faut savoir faire la balance. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Et donc, voilà, quand l'album est sorti, on a tous poussé un gros ouf de soulagement, un gros ouf on était contents et tout de voir les résultats. Et je tiens à remercier chaleureusement Michel Coquet d'IPC, Joël Maestrassi qui a été là pour diligencer un peu tout le projet, Chénaz pour m'avoir confié son scénario, Jocelyn pour m'avoir confié son iconographie que je garde très précieusement. Et je remercie aussi Finlay d'avoir fait un petit battage médiatique sur Radio One la dernière fois et pour tout le soutien pour Enessi, tout ça. Donc voilà, et merci à vous aussi pour faire vivre l'album. Donc voilà, passez une très bonne soirée et voilà, bon lancement. Alors bonsoir à tous. Moi je suis Néhémie Gentil, je suis Rodriguez, ça fait quelques années que je vis ici, mais je ne rate pas l'occasion de repartir quand j'ai des pauses pour me ressourcer, pour voir la famille et bien sûr pour aller manger. Et je ne sais pas pourquoi Chénaz a pensé que je pourrais faire un speech pour cette soirée, donc merci pour le stress. Je suis vraiment ravie d'être là et pour le lancement de ce 4e tome. Et comme on aime bien dire à Rodrigue, mon sentiment extra important aujourd'hui, parce que ce livre parle entièrement de Rodrigue et je découvre énormément de choses. Et Rodrigue, c'est là où je suis née, j'ai grandi. Bien sûr que je vais retourner plus tard. Et je ne rate jamais l'occasion de parler de mon pays. Je me dispute souvent avec des gens qui disent justement qu'il n'y a rien à faire à Rodrigue, qu'on peut faire le tour de l'île en une journée, que la nourriture n'est pas assez épicée, etc. Je pense qu'à travers l'histoire, on comprend mieux.
Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir parce que j'étais avec toi en janvier l'année dernière pour le lancement de Rêve d'oiseau à Rodrigue. Donc, j'ai toujours la nostalgie de notre salade de riz sur la plage en ces anglais. J'espère qu'on le refait rapidement. Et je suis très contente de cette opportunité vraiment et je vous invite tous à maintenant faire le voyage à travers le livre et bien évidemment d'y aller après. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je suis fière de toi, je suis contente pour toi. Je sais que l'année est difficile et tu penses quand même aux autres et à partager. Merci pour les enfants qui vont lire ce livre, pour les plus grands, pour les élèves en université qui, je me suis rendu compte ce matin, galèrent à trouver des infos sur Rodrigue. Donc merci infiniment. Merci de vous faire revivre Antoinette à travers ce livre. C'est une personne qui mérite d'être connue. Et je sais que ça a fait plaisir à tous les gens qui ont eu l'occasion de travailler avec elle, etc. Et j'entends souvent les gens parler de Rodrigue, d'archives, de notre histoire, etc. Mais malheureusement, les aînés, ils partent et je ne vois pas grand-chose arriver. Donc j'espère que ça, c'est le début de quelque chose de grand qui va justement vers notre histoire, conserver notre histoire, notre culture. On a tellement de choses à partager avec vous. Donc quand vous venez à Rodrigue, restez plus longtemps. Venez chez nous et partagez. J'ai hâte que le monde entier découvre ton livre et mon île. Et bonne soirée, je vous dis peut-être à bientôt à Rodrigue. Rodrigue, ça joli petit pays, dans l'océan Indien, Coumoren Cendrillon. Aïe, 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 ce ban petit la mer, ce petit piment faux, ce petit mêle exceptionnel, mettre la joie dans tous les guerres. Rodrigue, oui, ton mari joli, joli, joli même. Pareil que pas une fille. Aïe, 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 aïe. Capable faire ouvrir une fou. Faire attention, monsieur. N'a pas vu déclarer. Attention ou galoper.